Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'abord pour votre présence et je voudrais souhaiter d'abord la bienvenue à M. Romain Calvari, qui est un attaché politique pour l'ambassade de France, qui représente l'ambassadrice de France, Mme Anne Griot. Je voudrais souhaiter la bienvenue aussi au député Marwan Hamadeh, un ancien collègue du temps de l'Orient de jour, et M. Maroun Maroun, qui représente le président de l'Ordre des journalistes, M. Joseph Saïfé. Je souhaite la bienvenue évidemment à tout le monde, à M. Peter Germanus au général, Maroun Hette, bref, je ne veux pas, à Yumna, Jmaïen, Mme Andraos, bref, je ne veux pas, sans rentrer trop dans les détails. Oui, non, sans rentrer trop dans les détails. Conseil stratégique. Alors, je voudrais, avant de donner la parole aux intervenants, permettez-moi de rendre un hommage marqué, un immense hommage aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux écolières iraniennes, aux étudiants iraniens qui, depuis plus de 2 semaines, ça fait presque 3 semaines, qui risquent tous les jours leur vie, qui risquent d'être jetés en prison, d'être torturés, parce qu'ils ont eu l'immense courage, l'incommensurable courage, de crier haut et fort leur refus d'un projet de société obscurantiste, qu'ils ont le courage de crier haut et fort leur volonté de vivre une vie digne et libre, et ils risquent vraiment leur vie. Il y a des jeunes filles de 20, 22 et 25 ans qui ont été abattues presque à bout portant. Je pense que cette jeunesse iranienne qui mène, après tout, peut-être le même combat que le nôtre, je pense que cette jeunesse iranienne mérite un hommage bien marqué. Alors, ceci dit, je voudrais, cette table ronde qui a pour thème général un président pour quelle république? Cette table ronde représente le coup d'envoi d'une série de tables rondes sous le thème général « Les rencontres d'ici Beyrouth ». Pour chaque table ronde, nous allons aborder un sujet, un thème à portée stratégique, disons, entre guillemets. Donc on ne va pas rentrer un peu dans les dédales de la petite politique politicienne. Nous essayerons à chaque fois d'aborder un thème qui a une dimension vraiment d'ordre stratégique, et pas seulement politique, ça peut être un thème économique, ce sera à tour de rôle un thème politique, économique, culturel et même sociétal. Le but est d'initier un débat sur toutes les épreuves par lesquelles traverse le Liban actuellement. Donc, on vous tiendra informé de ces tables rondes successives et nous espérons donc pouvoir initier un débat en profondeur sur ces sujets-là. Alors, je voudrais commencer cette table ronde aujourd'hui donc sur le thème « Un président pour quelle république ?» par le Dr Faris Said. Dr Said, nous savons tous que vous êtes le plus fervent défenseur des accords de Taïf et de la sauvegarde la sauvegarde des accords de Taïf. Et vous êtes l'un des plus fervents défenseurs de ce que vous-même et Samir Frangi appelez le vivre ensemble, qui va au-delà de la coexistence, évidemment. Alors, ma question aujourd'hui serait, est-ce que les accords de Taïf sont toujours valables pour constituer les fondements d'une éventuelle nouvelle république, si on part du principe qu'il faut qu'il y ait une nouvelle république? Est-ce que ces accords de Taïf sont toujours valables et pourquoi? Et surtout pourquoi? Donc, nous sommes dans un moment crucial de grand remodelage régional où se dessinent aujourd'hui les frontières des pouvoirs économiques et des pouvoirs politiques régionaux. 100 ans avant cette date,
avec l'effondrement de l'Empire ottoman et la mise en place du mandat britannico-français, il y a eu un remodelage de dessin géographique de la région. Donc il y a eu un partage de l'Empire ottoman vers les deux mandats, britanniques et le mandat français, qui à l'époque avait créé un nouveau Moyen-Orient avec une nouvelle orientation après l'effondrement de l'Empire ottoman. Je voudrais aussi préciser qu'en 1917, il y avait eu la révolution bolchevique, le coup d'envoi du courant laïque dans le monde, ce qui fait qu'en 1920, quand Clémenceau, qui était déjà franc-maçon et qui ne voulait pas recevoir des hommes religieux et des responsables religieux de la région, étant donné que la France venait en mandat dans une région qui était à majorité musulmane et ne voulait pas donner un privilège à l'église maronite à l'époque. Mais en 1920, quand il y a eu le discours, ou bien, disons, l'apparition du monseigneur Houayik devant Clémenceau, il avait bien précisé, parce que ceux qui l'avaient aidé à rédiger le discours national fondateur du Grand Liban étaient des laïcs, étaient premièrement la première génération des Libanais et des Maronites surtout qui avaient fait leurs études en France, comme Sher al-Khouri, Émile Eddi et d'autres, et qui avaient donc pris la précaution de préciser au monseigneur Houayik de se diriger au président Clémenceau en disant qu'on voulait bâtir et construire un État au Liban, dans cette partie du monde, où l'appartenance serait une appartenance à partir de l'État de citoyen et non pas à partir de l'État communautaire. Ce qui avait plu, donc un homme qui à l'époque avait été sorti de cette Première Guerre mondiale victorieux et qui venait en mandat dans cette partie du monde. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu un nouveau remodelage de la région 100 ans plus tard, mais cette fois, ce n'est pas un remodelage des frontières géographiques, c'est un remodelage du partage du pouvoir économique et du pouvoir politique. Avec l'effondrement de l'ancien régime arabe, il y a une émergence de trois forces régionales non arabes. L'Iran d'un côté, qui est arrivé jusqu'à la frontière de la mer Méditerranée en passant par le Yémen, l'Irak, la Syrie et le Liban, et qui, pour dominer et assurer une mainmise sur cette partie du monde arabe, avait opéré à réaliser deux buts. Premièrement, l'effondrement, ou bien prendre en cible la position sunnite en Irak, en Syrie et au Liban, et deuxièmement, l'apprivoisement, entre guillemets, des minorités. Elle a réussi les deux coups. La majorité des Alaouites sont pro-politique iranienne. Une bonne majorité des chrétiens en Syrie et au Liban, jusqu'à maintenant, considèrent que l'alliance des minorités face à la majorité sunnite peut représenter un échappatoire. Une bonne partie des Druzes de la Syrie vont dans ce sens. Et donc, il y a d'un côté effondrement de la position sunnite en Irak, en Syrie et au Liban, et il y a, disons, une approche des minorités qui va dans ce sens. La Turquie, de l'autre côté, qui est une autre force régionale non arabe, qui se présente comme étant un État charnière entre l'Europe et entre l'Orient, qui, avec la guerre de l'Ukraine, est en train de jouer un rôle de médiateur entre l'Ukraine et entre Moscou, et sûrement Israël, qui se présente aujourd'hui comme étant, disons, l'État le plus moderne de la région, et qui se présente un peu comme la Silicon Valley de la région, où le secteur bancaire reste intact, où le port de Haïfa reste intact, où le secteur hospitalier, le secteur universitaire, le secteur scolaire reste intact. Elle est l'amie aujourd'hui de la moitié du monde arabe, et très probablement d'ici une dizaine d'années, elle sera l'amie de tout le monde arabe. Donc dans tout ce méli-mélo régional, dans lequel cette région va dans une étape transitoire, comme on dit très bien que l'ancien qui s'effondre et le nouveau qui ne s'annonce pas encore, je crois qu'il est très prudent de sauvegarder la bouée de sauvetage que nous avons entre nos mains, qui est la constitution libanaise qui émane des accords de Taïf. Parce que si, pendant cette période de remodelage, dans cette période de remue-ménage de la région, nous allons laisser tomber sous couvert que la crise qui existe au Liban est une crise de constitution et non pas une crise de domination iranienne sur le pays, si à ce moment-là, on quitte les accords de Taïf pour aller vers un inconnu, c'est à ce moment-là que selon un équilibre de force intérieure, nous n'allons pas obtenir le but de sauver la convivialité islamo-chrétienne si nous sortons des accords de Taïf. Voilà, ça c'est mon avis.
Une question subsidiaire, évidemment. Est-ce que, compte tenu des forces en présence, et essentiellement du Hezbollah, donc, qui est un peu un cas à part, qui est un peu, je dirais, un intrus sur la scène politique libanaise, est-ce que cette sauvegarde des accords de Taïf peut encore être possible, ou bien est-ce qu'il... Écoute, les accords de Taïf, Michel, reposent sur une idée très claire, qui est l'idée de la convivialité islamo-chrétienne. Et cette convivialité islamo-chrétienne ne peut pas résister que si nous respectons deux grands facteurs, la liberté et la justice. Or, aujourd'hui, ni la liberté est assurée, ni la justice est, disons, un effet qui peut réguler ou bien qui peut réaliser une stabilité à l'intérieur de la société libanaise. Et à chaque fois qu'il y a un ébranlement de la liberté, un ébranlement de la justice, à chaque fois qu'il y a un citoyen qui ne paraît pas devant la justice et un autre qui paraît devant la justice, à chaque fois qu'il y a un citoyen qui peut faire n'importe quoi, qui peut dépasser les limites de la Constitution et dépasser les limites de la loi, alors que d'autres doivent se plier devant la loi, à chaque fois qu'il y a une inégalité de justice à l'intérieur d'une société, même si la société est homogène, si elle n'est pas hétérogène comme la nôtre, même au sein d'une société homogène, il y a un accès à la violence. Pour pouvoir assurer la paix au Liban et pour pouvoir assurer la paix entre les Libanais en tant que citoyens et en tant même que communauté, il faut un état de droit. Et cet état de droit ne peut pas arriver, ne peut pas être édifié au cas où, à l'écart de l'État libanais, ou bien en parallèle à l'État libanais, il y a un autre État qui lui fait de la pluie et le beau temps, qui lui décide de la guerre et de la paix, qui lui peut aller vers, disons, une délimitation de la frontière maritime à une heure qui ne ressemble pas à l'heure libanaise, mais qui ressemble à l'heure iranienne. Nous ne savons pas pourquoi, maintenant et comment et pour quelles raisons. Et donc, à chaque fois qu'il y a cette dualité entre l'État de droit et entre un État à l'intérieur de cet État, il y a un effondrement du principe de la convivialité islamo-chrétienne. Donc ce n'est pas seulement les accords de Taïf qui sont menacés, c'est l'idée même d'un pays uni qui est menacé. C'est l'idée de vivre ensemble qui est menacée. Quand, dans cette époque, nous sommes en train de suivre ce qui est en train de se passer en Italie, quand Giorgia Meloni dit, je ne sais pas, en 2018, que s'il y a encore des chrétiens en Syrie et au Liban, c'est grâce à la coalition de Vladimir Poutine et du Hezbollah et du régime de Bachar al-Assad. Ceci veut dire que nous sommes dans un monde où il faut répondre à une question. Au Liban, à Rome, à Paris et probablement un peu partout. Comment peut-on vivre ensemble si nous sommes différents? Comment peut-on vivre ensemble en paix si nous sommes différents? Les accords de Taïf sont venus à l'issue de 120 000 morts au Liban. Et je crois que nous avons connu en tant que Libanais, de toute manière ma génération et la tienne, ont connu en tant que Libanais des voitures piégées avant Bagdad et Damas. Nous avons connu des barrages de liquidation pour l'identité confessionnelle avant toutes les autres. Et donc nous sommes prêts à savoir que le prix du vivre en commun, quel qu'il soit élevé, est beaucoup moins cher que le prix de la confrontation et le prix de raviver une guerre à l'intérieur d'un pays. Et donc cette question qui était une question, disons, qui était le monopole des Libanais, comment peut-on vivre ensemble si nous sommes différents, est devenue aujourd'hui une question universelle. Elle est posée un peu partout et les élections italiennes sont venues pour assurer, ou pour de toute manière ne pas contredire ce que je suis en train de dire. Je voudrais rebondir sur cette idée de comment vivre ensemble si nous sommes différents. Comment vivre ensemble en paix? En paix, évidemment. En paix. En situation de paix, évidemment. Si nous sommes différents. Je voudrais rebondir sur cette idée qui est fondamentale, qui est essentielle. Pour m'adresser au député Georges Aes, député de Zahni, la question qui se pose, est-ce que, compte tenu de cette idée, de cette nécessité de vivre ensemble, en acceptant l'autre, en définitive, en acceptant l'autre dans sa différence. Non, excuse-moi Michel, ce n'est pas pour te
Non, quand on parle de vivre ensemble, quand nous sommes différents, premièrement, on est en train de dire que nous sommes différents. On est en train d'accepter notre différence. Ce n'est pas vrai que nous ressemblons tous à une seule société homogène. Nous sommes différents. Et c'est parce que nous sommes différents qu'il faut établir un dialogue. Et ce dialogue devrait arriver à trouver une surface commune dans cette différence. Et que cette surface commune puisse gérer la différence. Et non pas abolir la différence pour aller vers un citoyen uniforme. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas marcher. Ben, tout à fait. Alors, en se basant sur cette idée, est-ce que beaucoup de Libanais sont en train de proposer, et c'est prévu d'ailleurs dans les accords de Taïf, une décentralisation élargie ou poussée, je ne sais pas, on peut l'appeler comme on veut, mais un système de décentralisation poussé. Est-ce que, d'après vous, dans quelle mesure cette décentralisation peut répondre aux problèmes existentiels auxquels le Liban est confronté, et dans quelle mesure cette décentralisation peut être l'un des fondements de la République qu'il faut remettre sur les rails, évidemment? Comme je n'ai ni l'expérience ni l'éloquence de Dr Saïd, j'ai préparé mon intervention surtout avec une audience pareille. Donc, un président pour quelle république? Ça, c'est le thème général de notre rencontre aujourd'hui. Est un thème d'actualité historique, une question qu'on s'est posée et qu'on se pose presque tous les jours. Il m'arrive des fois de songer au profil idéal d'un président et qu'est-ce qu'il pourrait faire idéalement le 1er novembre. Quelles seraient les mesures qu'il pourrait imminemment entreprendre? Logiquement, le désarmement de Hezbollah en premier, et certainement. La commande du contrôle des frontières. La négociation à travers les Nations Unies avec la Syrie et Israël pour la tracée définitive des frontières maritimes et terrestres. Le lancement d'un dispositif pour le retour des réfugiés syriens en Syrie. La déclaration unilatérale peut-être de la neutralité du Liban. L'inauguration d'une ère anticorruption basée sur 2 piliers, l'indépendance de la justice et le gouvernement digital. Donc il y a plein de mesures que le président idéal pourrait entreprendre le lendemain de son élection. C'est un menu qui est là, qui est déjà devant nos yeux tous. Est-ce qu'il y aurait parmi nous ce soir, ou bien est-ce qu'il y aurait parmi tous les maronites du Liban, une personnalité qui puisse entreprendre toutes ces actions cumulativement ou successivement? Certainement nombreux sont ceux qui veulent. Compte sur nous. Sont ceux qui veulent. Mais la question reste toujours, peuvent-ils? Parce qu'en politique, et surtout libanaise, vouloir n'est pas nécessairement pouvoir. L'équilibre de forces mondiales actuelles, soudé par l'hésitation européenne, le pragmatisme américain, la ruée brusque russo-chinoise dans le globe, ne nous laisse pas trop à désirer, malheureusement. Pour certains, briser le Hezbollah au Liban, c'est certainement briser la République islamique de l'Iran, et c'est donc briser l'équilibre de force actuel maintenu entre les pro-iraniens de ce globe et les anti-iraniens. Est-ce qu'il y aurait une chance de témoigner prochainement ce changement radical? On ne pourrait jamais, effectivement, ni affirmer, ni dénier. Le grand effondrement de l'Union soviétique est une leçon historique en faveur de la probabilité des grands changements géopolitiques perturbateurs. Mais est-ce qu'on aurait le luxe de l'attente? Ça, c'est la question. Est-ce que nos jeunes générations révoltées et patriotiques acceptent-elles cette vile attitude d'attendre le changement venant de l'extérieur, comme on l'a toujours manifesté? Est-ce que cette pratique politique, qui est en fait une déclaration solennelle de notre minorité politique, continue-t-elle à être adéquate à notre situation et appropriée à un peuple en état de misère accrue? Il me semble qu'on n'a pas trop d'options. C'est ou bien attendre ou bien agir.
Attendre l'avènement des grandes solutions internationales revient à épuiser toutes nos ressources restantes, financières, économiques et surtout humaines. Agir, en revanche, c'est faire bouger des situations complexes et ou statiques. Comme le décrit merveilleusement Evelyne Perrin dans son ouvrage « Le nouvel agir politique », paru en 2012, je cite, « Il s'agit sans plus attendre l'arrivée au pouvoir de partis ou de leaders charismatiques. Il s'agit de faire bouger les choses et de créer des alternatives concrètes ici et maintenant. » Donc, il faut songer, se poser la question, quels sont nos outils disponibles? En se référant au terme de l'accord d'entente nationale conclu à Taïf en Arabie Saoudite il y a plus de 32 ans, les représentants libanais à l'époque ont bien mentionné dans la partie des réformes diverses, islahat mutafarriqa ou islahat ukhra, la décentralisation administrative poussée comme réforme nécessaire pour amorcer ou couronner la Deuxième République à laquelle on aspirait après 15 ans de guerre et de conflit. L'alinéa qui suit avait souligné la nécessité d'établir un plan de développement national et de renforcer les revenus des municipalités et autres collectivités territoriales. Peu de gens soulignent l'importance de cette disposition dans les accords de Taïf. Donc ils mentionnent uniquement la décentralisation et ils ne mentionnent pas la nécessité de renforcer les revenus et les recettes municipales. La plupart des réformes constitutionnelles admises à Taïf ont été converties en textes constitutionnels, sauf celui concernant la décentralisation. Mais ceci ne diminue en rien, à mon avis, la valeur constitutionnelle et obligatoire de cette réforme. On est donc en retard. Il fallait décentraliser dès 1990. L'occupation syrienne flagrante, puis celle iranienne encore plus flagrante, n'avaient et n'ont actuellement aucun intérêt à appliquer et à admettre l'accord libanais cautionné justement à l'époque par l'Arabie saoudite et la Syrie. Pourquoi, selon eux, décentraliser un pays central ou un État central sous totale occupation? C'est concéder lorsqu'on est vainqueur. Donc pour eux, il n'est pas temps à décentraliser parce qu'on pratique un bras de fer total sur l'État central tout entier. Notre lutte aujourd'hui devrait se consacrer à œuvrer, non pas à une décentralisation administrative poussée, comme le veut le duo chiite, mais au contraire, et encore plus, à une décentralisation aiguë. Et je décris même aiguë. La markaziyya hadda. Et je vais dire pourquoi. À une décentralisation aiguë à tous les niveaux, tant bien administratifs que fiscaux et financiers. On ne peut lire la décentralisation administrative voulue dans l'accord de Taïf qu'en vertu de l'alinéa suivant qui réclame le renforcement des revenus municipaux. Comment donc pourrait-on envisager une augmentation des recettes municipales sans pour autant donner aux collectivités territoriales une certaine autonomie financière et taxatoire? Le désarmement du Hezbollah sans son accord et sans un équilibre mondial dramatique pourrait reconduire à l'écoulement du sang libanais. On essaye d'éviter maintenant cette possibilité. N'importe quelle autre réforme intérieure du système avec un Hezbollah armé est une perte de temps. Ceci nous conduit à la conclusion logique. Si on évite la guerre frontale avec le Hezbollah, et si on dénonce la possibilité de réformer le système en présence de ce même Hezbollah, notre seule issue envisageable, qui se présente actuellement et sérieusement, est la décentralisation aiguë. En effet, la décentralisation ne mérite pas une entente ni un momentum outre-mer. Elle ne nécessite pas davantage une entente intérieure au terme d'un nouveau pacte sociopolitique libanais, puisqu'il est déjà décidé par le commun accord des Libanais à l'époque du Taïf. Elle n'exige pas un amendement de la Constitution. Une simple loi pourrait rendre service. À quoi bon perdre le temps? Pourquoi attendre demain si l'on peut agir aujourd'hui?
Qu'est-ce que le Hezbollah ou n'importe quel autre parti politique pourrait nous reprocher si on utilise à fond la carte de la décentralisation? Rien. Commençons donc le trajet. Collectez toutes les thèses et études qui ont relaté ce sujet. Rassemblons-nous tous autour d'une table au sein d'un laboratoire spécialisé qui pourrait réunir experts, juristes, politiciens, journalistes, hommes de réflexion, directeurs d'université et tant d'autres, pour établir une esquisse d'une loi à laquelle pourrait adhérer une majorité parlementaire. Le Qaza, Al-Qada, dans ses frontières actuelles, mais aussi historiquement établie et reconnue, pourrait être l'unité minimale dans laquelle des questions comme le transport, l'environnement, l'agriculture et l'aménagement du territoire, à titre d'exemple, pourraient être décidées. La Muhafaza, actuellement au nombre de 8 avec Beyrouth, donc 9, serait logiquement l'unité de grande envergure où des questions de santé, d'éducation, d'énergie et de sécurité intérieure y seront décidées. Les questions monétaires, de sécurité nationale et de diplomatie resteront éventuellement des prérogatives du gouvernement central. À chaque unité territoriale correspond un mode fiscal d'imposition et de taxation. Le mode de représentation aussi au sein de chaque unité serait décidé par la loi sur la décentralisation. Donc j'envisage un système de décentralisation à 3 niveaux. Au niveau du Qaza, qui est l'unité minimale, avec des prérogatives qui pourront être décidées à ce niveau. Un niveau plus haut, qui est le Muhafaza. Donc, on commence à être familier avec l'idée. Au niveau très restreint, qui est le Qaza, qui est, en l'occurrence au Liban, pratiquement homogène confessionnellement. Le Muhafaza, c'est donc aussi un terrain décentralisé, mais avec beaucoup plus de diversité communautaire, et il y a l'État central. Donc, à chaque État, si on veut opter pour la décentralisation, correspond un modèle de décentralisation. Il n'y a pas un one size fits all. Parce que aux Émirats, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, il n'y a pas cette diversité communautaire. Donc il faut songer au Liban et à la diversité géographique et, je peux dire, les caractéristiques géographiques de chaque région libanaise, en plus les spécificités communautaires. Voilà en somme ce qui pourrait être notre ordre du jour pour les prochains mois et années. Décentralisons un État central pourri par la corruption et confisqué par l'occupation, et on pourrait attendre 25 à 30 ans, ou bien la réunion serait à nouveau réclamée par tous les Libanais, ou bien la coexistence que mentionnait tout à l'heure notre cher Dr Fares, de facto, la coexistence de facto entre plusieurs formes de Liban s'imposerait à l'union de jure d'un Liban, d'un seul Liban, mais déchiré. Un président donc pour quelle république? Pour moi certainement pour une république décentralisée. Merci. Une autre question, M. Saint, cette décentralisation, qu'est-ce qui est le plus simple? Qu'elle soit le fruit d'un processus légal, juridique, mise en place par l'État, ou bien qu'elle soit mise en place de facto par des forces politiques, des partis, comme ce que fait le Hezbollah actuellement. Le Hezbollah, pratiquement, il est en train d'appliquer la décentralisation. Donc, qu'est-ce qui serait préférable? C'est un processus un peu de facto, une décentralisation de facto mise en place par des partis, ou bien que ce serait le fruit d'un processus légal, parlementaire, étatique. Vas-y. Non, moi je voulais dire que c'est un peu plus compliqué que ça quand même, parce que au final, permettez-moi, excusez-moi,
Mais que ce soit l'Allemagne, les Émirats, la Suisse, le Canada, ils ont une politique étrangère, n'est-ce pas? Ils ont une armée, donc il n'y a pas de... Et ils ont une... C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a 50 ambassades, il n'y a pas 20 ambassades canadiennes dans chaque pays. Donc nous, nos grands problèmes, c'est ça. C'est notre politique étrangère, n'est-ce pas? Qui veut quoi d'Israël, qui veut quoi de la Syrie? Est-ce qu'on est... Et une politique de défense. Donc on peut pas... Qui sont nos trois grands problèmes, au final. Nos problèmes sont beaucoup plus des problèmes de qui sont nos amis, qui sont nos ennemis, sur quel axe on veut être alliés, quel axe on veut du bien, quel axe on veut du mal, que est-ce que la maladie fait mieux les routes là ou là? Je suis d'accord, ça résoudrait toute cette partie-là. Et ça, pour ça, on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin d'une décentralisation administrative poussée et peut-être sans doute fiscale au niveau des taxes. Mais ça ne répond pas à la question de quelle est notre relation avec Bachar al-Assad. Ça ne répond pas à la question de quelle est notre relation avec l'Iran. Est-ce que les États-Unis sont à Adous, à Youni, ou est-ce que c'est un pays dans lequel des gens comme nous peuvent imaginer se projeter? Ça ne répond pas à cette question. Ça ne répond pas à nos frontières, notre armée. Donc je ne suis pas sûr que cette... Je sais qu'on appelle ça parfois la fédération et parfois la décentralisation, parce que tout est très mélangé et que ce n'est pas très clair pour nous tous ce que c'est. Mais ça ne répond pas à nos questions fondamentales. Nos questions fondamentales, c'est à quoi ressemble le Liban dont nous rêvons. Est-ce qu'il ressemble à l'Occident, on va dire, dans ses valeurs de liberté, de coexistence? Je préfère le mot vivre ensemble que coexister. Coexister, j'ai comme l'impression qu'on est obligé. Vivre ensemble, ça va au-delà, c'est un choix. C'est un peu comme mon mariage. Donc c'est pas juste parce qu'on n'a pas le choix et que voilà, c'est comme ça. Ça va au-delà de Et tout ça ça. dure. Et ça dure. Et j'espère la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des questions de fond, importantes, sérieuses, et qu'il faut réfléchir à ça dans notre contexte à nous. Les Suisses sont d'accord sur le fait que c'est un pays neutre. Ouais, voilà, il faut L'Italie n'est pas, donc on doit revenir au principal. La neutralité. Et tout ça est dans TAEF, n'est-ce pas? La décentralisation est dans TAEF, elle n'a pas été appliquée. La neutralité est là depuis, on parle depuis, ça n'a pas été appliqué. Donc avant de réinventer des systèmes qu'on n'a jamais déjà appliqués, essayons d'appliquer ce qu'on a pour ne pas rentrer dans le néant et l'inconnu en pleine crise régionale et mondiale. Voilà, je crois Ouais. que Pardon, pour organiser un peu le débat, je voudrais que les intervenants puissent s'exprimer, puis après on ouvre le débat. Mais si vous pouvez répondre à la question que je posais. À votre question, Ouais. le Hezbollah, ce n'est pas le modèle à suivre, donc pas de facto, pas du tout. Il nous faut une loi vraiment claire, mais les questions vraiment primordiales sont celles qui ont été posées par Asma. Donc, est-ce que ça suffit, une décentralisation même aiguë, même financière et fiscale? À mon avis, c'est un début. Donc, si on n'a pas maintenant ni le momentum, ni la capacité d'imposer les grandes solutions, la neutralité, disons. Donc, oui, mais il y a un équilibre de force maintenant. Si on veut le briser, ça peut nous faire mal. Donc, mais il y a des solutions qui n'ont pas déjà été appliquées et on s'est mis d'accord en tant que Libanais il y a 32 ans sur la décentralisation. Et pourquoi on ne veut pas appliquer cette réforme? On était en train d'étudier cette loi au sein d'un petit comité issu du comité de la commission de l'administration et de justice il y a 4 ans. Et donc on est arrivé à la grande question de la répartition des revenus. Donc, on a senti quelque part qu'il y a une volonté chiite que c'est uniquement une répartition administrative, une décentralisation administrative vraiment artificielle, superficielle, je peux dire, mais sans toucher aux revenus. Donc les impôts, les taxes, toutes les recettes de l'État doivent rentrer dans une caisse centrale et cette caisse centrale redistribue toutes les recettes. Qu'est-ce que c'est que cette décentralisation? On ne peut songer à une décentralisation qu'au cas où les collectivités territoriales peuvent décider elles-mêmes
d'une part des recettes. Sinon, il n'y a pas de décentralisation, il y a une déconcentration. Donc, c'est un sujet, un débat à faire, mais je voulais avec grand plaisir revenir sur toutes les questions que Asma a pris que Dr Fatfat puisse s'exprimer. Merci. Alors, Dr Fatfat, toujours dans ce même ordre d'idées, l'accord de Taïf aborde aussi un autre thème fondamental qui est le développement équilibré. Vous avez été pendant de nombreuses années député d'une région qui est l'une des régions les plus défavorisées. Et à tel point que quand il y a une situation de misère, ça aboutit à une montée aux extrêmes. C'est un phénomène classique, je pense. Et je pense que vous avez été confronté à cette situation. Donc, ma question, est-ce qu'un développement équilibré pourrait justement rétablir une certaine cohérence ou sérénité au sein d'une république qui puisse être remise sur les rails? Est-ce que c'est vraiment un facteur, un paramètre qui a une importance cruciale dans la remise sur pied, sur les rails d'une république normale, disons, compte tenu de votre expérience en tant que député d'une région où vous avez été confronté justement à cette situation de misère? Dans quelle mesure ce développement équilibré est un facteur important pour vous? Je crois que la question principale, ou plutôt judicieuse, c'est quel Liban nous voulons. C'est ça la question. Est-ce que nous voulons qu'il y ait un État stable, un État équitable, un État efficace, un État souverain? À ce niveau, il y avait une sorte de conformité libanaise à Taïf où tous ces sujets semblaient vraiment acquis. Et malheureusement, dont on parle pour le moment, est très très différent de Taïf, à tous les niveaux. Il y a en fait 3 Taïf. Il y a le Taïf écrit, les 9 pages sorties des accords de Taïf. Il y a le Taïf qui a été mis dans les lois et dans la Constitution, et là je vais revenir, qui sont parfois très différents des accords de Taïf, et les gens ne le connaissent pas du tout ça, même sur des points très, très importants. Et il y a le Taïf appliqué sur le terrain que les gens pour le moment jugent très mal. À mon avis, il y a toute une jeunesse qui a l'impression que tous les débats de la politique libanaise sont liés aux accords de Taïf et nous voulons changer de régime. C'était ça. C'est ça le grand mot d'ordre de ce qu'on a voulu appeler entre guillemets la révolution de 2019. Mais en fait, Taïf a été confronté aux réalités pratiques libanaises et aux forces dominantes au moment de l'application de Taïf. Je vais prendre un exemple très 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 simple. L'exemple du Conseil constitutionnel. À Taïf, il est cité très clairement qu'un Conseil constitutionnel serait créé pour expliquer exactement les tafsirs, pour expliquer les articles de la Constitution en cas de problème. C'est très très important, parce que s'il y a un conflit, si on veut discuter d'un problème, il faut avoir une référence. Eh bien, au Parlement, ils ont décidé l'inverse. Ils ont remis ça déjà en 91, je crois, que non, ça reste le domaine des politiciens. Et à partir de ce moment-là, tout a été biaisé. Parce que maintenant, le Parlement, soi-disant, en principe, en pratique ou en théorie, le Parlement, c'est à lui que revient l'explication des articles de la Constitution, mais en fait, c'est à une seule personne que ça revient. C'est à Nabi Berri que ça revient, toute explication, quand le sujet se présente devant les parlementaires. Et nous avons vécu pas mal d'exemples à ce niveau. Dès lors, qu'est-ce qui se passe avec Taïf? Où sont les points cruciaux qui n'ont pas été mis en application? C'est un point très important, je vais revenir à la fin. Mais il y a d'autres points, le Conseil constitutionnel, la souveraineté elle-même. À Taïf, il était bien noté que les Syriens devaient quitter le Liban en 2 ans. Ils ne l'ont jamais fait. Ça, c'est un point essentiel. Et maintenant, nous avons une autre occupation. Après toutes les autres occupations, nous avons traversé les épisodes palestiniennes, syriennes, israéliennes, et maintenant, nous sommes devant une occupation iranienne. Bon, je vois que tout le monde est d'accord sur ce point. Donc,
Question souveraineté, on a laissé tomber. Donc nous ne sommes pas dans un pays souverain. Nous maltraitons les accords de Taïf, y compris, et moi je vais revenir à la question de la décentralisation, parce que je crois qu'il est très important de relire Taïf. Taïf, il parle, j'ai la copie avec moi, très nettement d'une décentralisation administrative en renforçant les pouvoirs alloués au Muhafiz et au Qaim Maqam. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, au niveau du Qaza, au niveau du Qada, il y a une assemblée élue qui, elle, peut prendre des décisions de caractère financier au niveau du Qaza, et uniquement au niveau du Qaza, en imposant des impôts locaux. Et ce n'est pas lié à l'imposition générale, parce que si on veut aller à l'imposition générale, on ne va pas seulement vers le fédéralisme, on va presque vers le confédéralisme, ou on va presque vers une séparation totale. Donc il faut des impôts liés à l'État et des impôts locaux au niveau des Qaza. Et le troisième point, là, très important que le Dr Kaïs vient d'en parler, c'est un programme de développement généralisé pour tout le pays et unique pour augmenter les recettes des municipalités et des unions de municipalités. Le texte est très net, même au niveau des unions de municipalités. Donc, tout ça a été jeté dans les oubliettes. Il y a eu la question du Sénat. Créer un Sénat. C'est très important de créer une deuxième chambre au Liban, parce qu'au moins on donne une sécurité confessionnelle réelle à toutes les confessions, à des protections à certains niveaux au niveau des lois, et on peut aller vers un Parlement national à caractère déconfessionnalisé à ce moment-là. Aussi ça a été remis dans les oubliettes. Et ainsi de suite, on peut aller vers beaucoup d'articles qui ont été oubliés ou rejetés pour une raison très simple. Je vais en parler après avoir répondu à votre question. Bien sûr, le développement, je dirais, équitable plutôt qu'équilibré. Parce que là, c'est très, très important. Quand il y a des différences très importantes entre les régions, parler de développement équilibré, ça veut dire faire la même chose dans chaque région. Et les différences restent en permanence, et même s'aggravent avec le temps, vu l'activité économique, sociale, l'éducation et tout ça. Ce dont on a besoin, c'est un développement équitable à tous les niveaux, à commencer par les écoles, à commencer par l'uniformisation presque des programmes scolaires, ce qui n'existe pas au Liban. On n'a même pas un seul livre d'histoire du Liban. C'est impensable pour un État, alors que dans beaucoup de pays, par exemple le Canada, quand vous allez avoir la nationalité, vous allez passer un examen en histoire du Canada. Et comment faire au Liban? On délivre des nationalités selon le chèque qui revient à la fin de la journée. Bon. Donc là, il y a un problème lié à la composition politique, je dirais, et pas confessionnelle. Vous savez, quand je dis pas confessionnelle, parce qu'il y a quelqu'un de Tripoli ici devant moi, qui a connu Tripoli comme moi avant-guerre. Ce n'était pas le vivre ensemble, c'était le vivre libanais. C'était même pas le vivre ensemble, c'était le vivre libanais. Et c'était une ville très développée, très ouverte, très industrialisée. C'était l'industrie du bois, l'industrie, même Nejm produisait à Tripoli, l'industrie de métallurgie, même il y avait de la métallurgie, l'industrie des meubles. Donc il y avait pas mal d'industries et on avait beaucoup d'atouts. Maintenant nous sommes devant la ville la plus pauvre sur tout le pourtour de la Méditerranée. Donc à quoi c'est dû? Parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique. Bien sûr, il n'y a pas eu de volonté politique pour deux raisons. D'abord, à mon avis, il y a une partie du Liban, qui est le nord, et le nord de la Bekaa, où il y a toujours eu des visées hégémonistes syriennes. Ils ont toujours voulu mettre la main sur ces régions, pour des raisons, je crois que de facilité pour eux, stratégiques ou n'importe. Et pour ça, ils ont essayé par tous les moyens d'empêcher un vrai développement. Un exemple très banal.
Rafik Hariri n'a jamais dépassé dans ses visites les limites de la ville de Tripoli. Une seule fois, il l'a fait. Il l'a fait en 2000, il m'a rendu visite à Dornier. Après, on lui a interdit d'aller à Akkar. Complètement interdit. Et presque à Tripoli, la même chose. Donc ça, c'est le côté syrien. Mais il y a aussi le côté libanais, où on pense plutôt en termes de développement équilibré et non équitable. Donc s'il y a quelque chose qui doit être fait à Tripoli, il faut faire la même chose dans deux autres régions, une région chiite et une région chrétienne. Et je donne l'exemple. Non, pas le Karabakh, c'est général, mais il y a quelque chose de plus important. On a pris la décision très importante de créer une zone franche au niveau économique, au niveau du port de Tripoli. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Oui, ça va, je donnerai mon accord à condition qu'il y ait une zone semblable à Batroun. » C'est tout à fait absurde sur le plan économique. À 40 km, faire les mêmes zones, ou bien une zone semblable dans la Bekaa. Et c'est ainsi de suite que les choses se sont déroulées. Donc ça, c'est les maladies libanaises. Mais à côté de tout ça, pourquoi il n'y a pas d'État au Liban et pourquoi il n'y a pas de république? Parce qu'on va élire un président, bon. Mais pour quelle république? Mais en fait, pour quel Liban? Tout ça, même si on se met d'accord pour exécuter tous les détails de Taïf et toute la décentralisation et tout, comment faire devant un État qui manque de souveraineté? Si on n'a pas de souveraineté, rien ne peut être fait, ni au niveau du développement, ni au niveau économique, ni au niveau social, et bien sûr au niveau de l'éducation, parce que maintenant, bon, le problème de l'éducation va poser un très, très gros problème, puisque toute une partie de toute jeunesse libanaise est orientée vers une éducation très musclée et très dogmatique que pratique Hezbollah. Et là, vous avez posé une question sur la décentralisation de facto. Mais ça a déjà été pratiqué au Liban, la décentralisation de facto, pendant la guerre. Et ça aboutit à quoi? À des massacres entre les sunnites à Tripoli, à des massacres entre les chrétiens dans le mont Liban, à des massacres entre les chiites dans leur région, et ainsi de suite. Donc, c'est des expériences que nous avons vécues. Est-ce que nous voulons revivre tout ça de nouveau? C'est pour ça que moi, je crois qu'il est très illusoire de chercher des remèdes à des petites maladies, des petites plaintes, alors que le patient a un cancer. Et notre cancer, c'est vraiment l'absence de souveraineté et le fait qu'on est occupé. Et permettez-moi de dire qu'une de nos maladies essentielles, c'est de toujours chercher le consensus. Avec le consensus, on obtient à la fin des cons en sus. Bon, effectivement, je pense, Dr. Fatfat, vous avez entièrement raison. Le nœud du problème, c'est la souveraineté en définitive. Parce que ça fait depuis la fin des années 60 jusqu'à maintenant qu'il y a systématiquement une volonté palestinienne, syrienne et maintenant iranienne d'empêcher l'édification, je ne dirais pas d'un État fort, d'un État tout court. Et c'est ça. C'est aussi notre. Aussi. Au sujet, vous avez parlé de la situation à Tripoli du Nord. Je pense qu'à Denis, c'est le même problème. Vous savez mieux que moi qu'il y a au Nord des personnalités politiques qui sont parmi les plus riches au Liban. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, même au niveau privé, des initiatives, des projets qui auraient pu un peu sortir cette région de sa situation de misère et qui auraient pu peut-être faire en sorte que cette région du Nord se sente plus à l'aise, disons, dans le projet libanais ou libaniste? C'est une question très intéressante et je vous propose de la poser à notre Premier ministre. Je crois que ça tomberait très bien. Je crois que le capital est lâche. Le capital, il cherche à s'enrichir. Déjà, le proverbe arabe très ancien dit « Talibu ilmin wa talibu mal, isnan la yashba'an ». Alors, je ne crois pas qu'on peut compter sur les riches d'une région ou de l'autre.
Ou bien nous avons un État qui est capable et qui est responsable, qui prend ses responsabilités vis-à-vis de ses citoyens, ou bien on va rentrer dans un désordre le plus complet. Moi, je suis d'accord avec tout le monde qui dit, bon, nous avons vécu l'occupation palestinienne, l'occupation syrienne, l'occupation israélienne, maintenant l'occupation iranienne, mais on ne peut pas nier qu'il y a un problème libanais, un problème intégralement libanais. Nous sommes entretués entre Libanais et maintenant on continue à essayer d'arranger les choses d'une façon tactique, de bénéfice là ou là, en oubliant les objectifs stratégiques de construire un État, un vrai État, et pas seulement de gagner un point ci, un point là. Parce que c'est ça notre drame qui est arrivé depuis 1943. Et même peut-être depuis 1920, mais je connais mieux l'histoire après 1943. Donc c'est la responsabilité de créer un État. Et si on n'a pas un État capable de prendre ses responsabilités, les citoyens, croyez-moi, ils ne vont pas vraiment être à la hauteur, qu'ils soient riches ou pauvres, à la hauteur de leur citoyenneté. C'est l'État qui crée la citoyenneté, qui crée la possibilité que les gens se comportent comme citoyens, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Mais j'insiste pour que vous posiez un jour cette question à M. Mikati. Oui, alors je voudrais ouvrir le débat. Le débat est ouvert. Oui, s'il vous plaît. Venez vous voir là. Je ne maîtrise pas le français comme vos invités, mais je vais essayer. Mais faites très attention, la marche. Oui, non, plutôt vers l'avant. Arrête de faire de la fausse modestie. Non, tu vas voir maintenant. Le thème, un président pour quelle république? Déjà, depuis... ouais, ça marche? Je Ça pense, marche? oui, ça comme marche. ça. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a eu un président normal cette fois-ci? Il a prêté serment sur la Constitution, il a tout fait contre la Constitution. Donc c'est un président qui n'a pas respecté la Constitution. Il faut commencer par là. Si nous voulons un autre président, c'est qu'il commence par respecter la Constitution. Et nous n'avons pas entendu ces messieurs, ils ont parlé enfin ils se sont exprimés, nous dire que s'ils étaient à la place de Michel Aoun, ils auraient interprété la Constitution de la même façon, ils auraient fait la même chose, ils auraient empêché les nominations juridiques. Certainement que non. Est-ce qu'ils auraient signé des nationalités à n'importe qui et n'importe comment? Ce n'est pas des prérogatives du président fort chrétien, c'est d'un président qui n'est pas libanais. Et puis cette république, M. Saïd le dit très bien, mais M. Fattah avec lui, il faut déjà, et nous sommes tous d'accord, libérer le pays. Nous ne sommes pas en république. Il y a une république, on est sous mainmise des Iraniens. Donc commençons par là. Je voudrais, Michel, s'il te plaît, aborder la question un tout petit peu d'une manière différente parce que j'ai essayé de bien comprendre ce que Georges Hess voulait dire. Et il représente, je crois, dans la vague de fond chrétienne, une mouvance qui n'est pas une mouvance minoritaire. Il y a un conflit de récits politiques au Liban, depuis la création du Grand Liban. Pendant beaucoup de temps, on a dit que ce pays était le foyer des minorités de la région. Donc c'est un endroit où on vient se réfugier d'une majorité agressive. Et donc, à partir du moment que nous sommes dans un refuge, on accepte l'idée que nous sommes rentrés dans un refuge parce que nous voulons prendre des mesures contre quelqu'un qui nous agresse. Et donc, dans ce refuge, on essaie de créer notre propre système, notre propre bulle communautaire, économique, sociale, culturelle, politique, et dans laquelle on rentre, et en attendant des jours meilleurs. Je crois que Georges Hess et beaucoup de gens comme lui sont en train de dire s'il n'y a pas de solution nationale au grand problème national, pourquoi ne pas prendre aujourd'hui une partie des accords de Taïf, un article de réforme des accords de Taïf, essayer de créer notre propre refuge en attendant des jours meilleurs. Moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis. Moi, je considère qu'il n'y a pas de solution communautaire aux crises communautaires.
Il n'y a pas de solution sunnite libanaise à la crise des sunnites aujourd'hui. Il n'y a pas eu une solution de la crise des chrétiens libanais à partir d'une solution chrétienne. Moi, j'ai fait partie de rassemblement de Orn Chehwen. Nous étions divisés à l'intérieur du rassemblement de Orn Chehwen entre deux groupes de pensée. Une pensée à laquelle moi j'adhérais et qui était pilotée par Samir Frangi, qui disait que s'il faut créer un levier pour essayer d'aider la communauté chrétienne à se redresser malgré l'occupation syrienne du pays, il faut que cette communauté soit porteuse d'un titre national qui puisse intéresser l'autre et non seulement les chrétiens. C'est pour ça que nous sommes allés à la réconciliation de la montagne avec Walid Jumblat. Et c'est pour ça que nous sommes allés au dialogue avec Rafi el-Hariri. Et c'est pour ça qu'en prenant avec le communiqué des évêques maronites, des prédats maronites, le 20 septembre 2000, en demandant le retrait des troupes syriennes du pays conformément aux accords de Taïf. Et nous l'avons demandé après le retrait des troupes israéliennes du pays. Et pourquoi conformément aux accords de Taïf? Pour ne pas créer un sentiment chez l'autre, chez le musulman, comme quoi le retrait des troupes syriennes serait une issue ou bien une possibilité chez nous de revenir à la Première République. On a demandé le retrait des troupes syriennes du Liban pour appliquer les accords de Taïf. Les Syriens sont sortis du Liban et nous n'avons pas appliqué les accords de Taïf. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Aoun qui est venu sur la scène politique libanaise et qui a essayé de dire aux chrétiens surtout que les accords de Taïf avaient déclassé les chrétiens, avaient surclassé les musulmans sunnites et qu'il fallait absolument, pour reprendre cette classe, pour reprendre entre guillemets, nos droits chrétiens, qu'il était tout à fait normal de faire une alliance illégale contre nature avec des armes illégales, parce qu'avec cette alliance, avec ces armes illégales, on pouvait récupérer ce que nous avions perdu dans les textes des accords de Taïf. Nous sommes arrivés ici parce que chacun de nous a essayé de créer sa sortie de crise à partir de sa communauté ou bien de l'alliance avec l'autre communauté. Il n'y a pas de sortie de crise à partir d'une seule communauté, ou même de l'alliance de deux communautés. Ou bien nous sommes sur un même bateau, ou bien nous sortons de cette crise avec un récit national, ou bien nous allons aller vers un effondrement, vers une atomisation de notre société. Chez les Maronites, on s'entretue pour une caisse de pommes. Et chez les Druzes, ils peuvent s'entretuer de nouveau parce que c'est des montagnards comme nous. Chez les Sunnites, ils peuvent s'entretuer. Chez les Chiites aussi. La garantie de ne pas s'entretuer, de vivre en paix, c'est d'appliquer la constitution libanaise et de trouver une issue et une sortie de cette crise pour tous les Libanais et non pas seulement pour une seule communauté. Ça fait 100 ans qu'on a créé le Grand Liban. 100 ans. 102. Et donc, le grand résultat de ces 102 ans, ces deux grandes guerres, c'est un État vraiment en détresse, en misère à tous les niveaux. C'est un taux d'immigration. Les jeunes quittent dès qu'ils ont leur bac, s'ils ont leur bac au Liban. Et on doit attendre les grandes questions, régler les grandes questions. Gare à vous si vous pensez à gérer vos affaires petit à petit, créer des collectivités où on peut vivre en paix, élaborer nos capacités, expandre notre vision, vivre en paix, vivre ensemble, mais avec une certaine autonomie qui n'est pas menacée chaque 10 ans, ni par un Yasser Arafat, ni par un Hassan Nasrallah, ni par n'importe qui. Ni par un Michel Aoun. Vraiment. Abadan. بعتذر. حطه بالأول إذا بدك ما عندي مشكلة. Donc, et c'est pas moi qui a inventé la question de décentralisation, ni les accords de Taïf. Eux-mêmes ont inventé la question de décentralisation. Donc, c'est une réforme qui est là
je veux bien qu'on la voie en une réforme et non une séparation. Un mode de gérer les finances de ce pays, de gérer le développement de ce pays, un mode de voir comment peut-on améliorer les conditions et la qualité de vie des gens. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas ni une trahison de songer à la décentralisation, ni c'est une chose vraiment minime, comme M. Rifai voulait dire, qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup plus importantes que la décentralisation. Je veux bien, si je peux, demain, libérer le Liban de toutes sortes d'ingérences étrangères. C'est un rêve. Mais je ne veux pas croiser mes mains en attendant ces jours à venir. Donc, j'ai un mode, il faut penser, il faut mettre sur la même table, il faut élaborer une nouvelle loi, prendre les bonnes pratiques de tous les pays qui ont adopté ça et c'est un mode qui a réussi partout. Là où il est adopté, il a réussi. Et je vous défie, donnez-moi un seul pays où il y a vraiment une décentralisation et il y a une détresse économique. Oui, mais il y a une seule armée. C'est important. C'est pas le sujet. C'est très important. C'est très important. Il y aurait toujours des problèmes au sein de l'État central, de l'État unitaire. Mais au moins, à un niveau, tu as une marge de décision que tu n'as pas maintenant. Donc, il y a... Avec les municipalités ont beaucoup de pouvoir. Mais ils n'ont pas d'argent. Ils attendent les miettes de cette caisse absurde de Sandouk Baladi Musta'el. Donc c'est une question d'application de la loi. Exactement. Et d'application de Taïf. Et pas seulement sur ce point, mais sur beaucoup de points. Alors, ça, c'est un sujet, parce que dès que les chrétiens, entre guillemets, vont demander la décentralisation poussée, qui existe dans Taïf, les musulmans, principalement maintenant les chiites, vont dire appliquons l'abolition du confessionnalisme politique, qui est aussi écrit dans Taïf. C'est ça, parce que c'est aussi dans Taïf. Et là, les chrétiens vont avoir un choc de leur vie, et on va arrêter de parler des deux dossiers, on les mettre. Donc c'est les deux monstres de la Constitution. À mon avis, même le confessionnalisme. Donc il y a un grand paradoxe, je ne sais pas si Dr Fatfat et Dr Saïd et vous-même Michel, vous êtes d'accord. Au sein de cette constitution, des accords de Taïf, il y a une très grande contradiction. Mais on dit monasafé, et d'autre part abolition du confessionnalisme. Si tu veux aboutir à l'abolition du confessionnalisme dès le départ, laisse un tahki à monasafé. Non. Je crois que c'est politique, c'est une garantie de la fille Hariri. Non. C'est politique, c'est la Constitution. On veut venir à la Constitution. Elle est basée sur la monasafé ou bien elle est basée notre Constitution ou bien sur l'abolition. L'abolition, c'est clair dans Taïf, et nous de faire le comité qu'on n'a jamais fait. Le comité national. C'est toute une démarche. On n'a jamais toute une démarche, mais en parallèle, qu'est-ce qu'il dit Taïf? Il dit cette démarche, on commence par la monasafé jusqu'au moment où on peut élire un parlement libéré du frein inhibiteur communautaire, voilà, et une chambre qui est basée sur qui délibère sur les grands sujets, et parallèlement, c'est ça, comme mode de gérance et de gouvernance, la décentralisation. Donc, exiger en premier la souveraineté. Exactement ça. Permettez-moi, je peux rapprocher. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est un président pour quelle république? Si c'est la République iranienne aujourd'hui qui prédomine la République libanaise, donc pas besoin d'avoir un président. Nous, notre problème, c'est nous ne sommes pas en République libanaise, ni conformément à la Constitution de la Première République, ni conformément à la Constitution de la Deuxième République, le Taïf. Le Taïf, Hamal Aoujo.
parce qu'on commence par البند الأول, l'article 1er de Taïf, il spécifie qu'il faut حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها وبسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك بعد كم شهر، حدد كم شهر من أول انتخابات نيابية. هلا إذا بدنا نحن نطبق الطائف، qu'on commence d'abord par cette condition nécessaire pour faire tout le reste. On ne peut pas ne pas être souverain si on veut s'appeler République, si on veut s'appeler État. Après, pourquoi avoir peur de cet article que la loi internationale est venue par la 1559 consolidée, parce que cet article de Taïf n'a pas été adopté par la constitution libanaise en elle-même. La 1559 est venue consolider la souveraineté du Liban et le Taïf, et les dispositions de Taïf. En 2005, après avoir beaucoup travaillé au Liban intérieurement, mais quelques mois après la 1559, on a pu mettre Bachar el-Assad après tant d'années dehors. Il était plus inquiétant et plus dangereux que Hassan Nasrallah. Et lui-même, en sortant, il a dit, moi j'ai appliqué ce qu'il faut que j'applique concernant la 1559, que les autres fassent leur travail. Nous, Libanais, pas, je ne sais pas pourquoi, par peur ou par incompétence ou par manque de vue vers la fin, et on voulait faire une société conviviale, on a laissé tomber l'article concernant les milices et leurs armes et la souveraineté de l'État. Et c'est pour ça que nous sommes là maintenant. La décentralisation viendra après. Peut-être fédération, la neutralité avant la centralisation, mais il faut commencer vraiment par avoir un État. Un État, s'il n'est pas souverain, ce n'est pas un État. Une république, si elle n'est pas souveraine, ce n'est pas une république. Alors franchement, il faut qu'on trouve un moyen, une stratégie entre nous tous, entre toutes les communautés, pour pouvoir assurer notre souveraineté. Toutes les communautés ont remis leurs armes, toutes les milices ont remis leurs armes, après la guerre. Sauf une seule milice n'a pas encore remis ses armes et elle gouverne aussi, elle protège d'autres milices, que ce soit palestiniennes, que ce soit un peu syriennes. Il faut qu'on ait le courage, basé sur notre constitution et sur la loi internationale, d'aller exécuter notre souveraineté. On ne doit pas avoir peur que ce n'est pas le moment. Non, quand c'était le moment, on l'a laissé échapper, il faut créer le moment. Merci. Là, c'est une petite précision. Si on parle de décentralisation, de développement équilibré, tout ça ne signifie pas qu'on néglige la souveraineté. Si le docteur Georges Saïd a parlé de décentralisation, pardon, Saïd. En tout cas, oui, ça ne signifie pas qu'il néglige qu'il néglige la souveraineté, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ça, et qu'il n'y ait pas de malentendu à ce niveau. Oui, il y a M. Germain. Oui. L'urgence, c'est sauver la République, le président. Parce que la République est un grand malade. Bon, la décentralisation, etc. Mais tout ça, ce sont les projets de planification de demain. Et c'est excellent de décentraliser. C'est excellent de faire ce qu'on veut, à condition de sauver l'État central. C'est l'État central qui est en danger. Donc la question de la décentralisation qui paraît aujourd'hui non pas inappropriée, mais ce n'est pas le timing de s'atteler à ça aujourd'hui. C'est comme si pour un grand malade, c'est le moment ou jamais. On le dissèque avant de le guérir. Donc il y a une constitution qui est le remède pour guérir l'État central et en même temps, n'est-ce pas, il faut voir, parce que c'est constitutionnel, eh bien, comment faire aménager le territoire et donner une autonomie suffisante aux groupes sociaux qui vivent dans ce pays. On ne va pas se disputer sur mais sauvons la République.
si elle est encore fiable. Si elle n'est pas fiable, alors qu'on fasse une administration centrale internationale transitoire, comme au Timor oriental. Permettez-moi d'une réponse vraiment trop brève, sorry Peter, 30 secondes. La question est la suivante, le problème est le suivant. Est-ce qu'on a les moyens, maintenant, aujourd'hui, demain matin, de libérer, si on a n'importe quel moyen, de libérer et d'appliquer l'article 1er, ou bien l'accord 1er de Taïf, on est tous avec, on est tous d'accord. Est-ce qu'on n'aura jamais les moyens? C'est ça la question. Voilà. Mais en parallèle, et l'une, chers amis et amis, l'une n'empêche pas l'autre. مش ضد بعضهم. إذا فكرنا باللامركزية وفكرنا بالفيدرالية حتى مش بس la مركزية. ما نستحي نفكر بالفيدرالية. C'est un mode de gérance, c'est un mode institutionnel de plusieurs pays dans ce monde. مش غلط. إذا عندنا moyen de libérer ce pays de l'occupation iranienne, vas-y qu'on le fasse demain matin. Mais il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on ait les moyens de libérer ce pays de l'occupation iranienne et de ne pas songer à des modes. Faire face au Hezbollah en lui tournant le dos. Voilà, c'est ça. OK? Faire face au Hezbollah en lui tournant le dos. Permettez-moi, parce que moi j'ai essayé de ne pas intervenir, mais je crois que quand on parle de décentralisation aiguë et de fédéralisme, ça exige, et c'est dans tous les pays du monde, 3 points essentiels sur lesquels on est d'accord. La défense et la sécurité, l'économie et les relations étrangères. Et sur les 3, on n'est pas d'accord. لك دكتور فتفت دكتور فتفت ليش نحن رح نتفق عليهم اذا كنا سنتراليزي متفقين عليهم نو طيب انه انا اذا ماني متفق عليهم avec un état central ما بروح على état décentralisé. بس بعد je crois que je vous ai entendu jusqu'au bout. Non, je crois là il y a un problème essentiel. Dans tous les pays décentralisé à outrance ou fédéralisé, le pouvoir central est maître des choses essentielles de l'État, ce que nous ne possédons pas. Donc, il est impossible de comparer avec n'importe quel pays. Ça, c'est un point déjà à mettre de côté. Deuxièmement, nous sommes face à un problème vraiment réel. Comment continuer à vivre dans ce pays? Est-ce que c'est la faute à la Constitution? Est-ce que c'est la faute aux accords de Taïf? Est-ce que c'est la faute à Michel Aoun? Je ne suis pas d'accord. Même Michel Aoun, moi je ne suis pas d'accord. Le problème, ce n'est pas dans cet État, ce n'est pas Michel Aoun, ce qu'il a fait, ce n'est pas Gebran Bessil. Le problème, ce qui a un super pouvoir dans ce pays, c'est Hassan Nasrallah, l'hégémonie du Hezbollah, qui contrôle tout. Toute composition à ce niveau est illusoire si elle cherche une solution. On ne peut pas chercher une solution réelle tant qu'on ne se pose pas à ce problème identitaire, à ce problème réel qui domine notre vie quotidienne. Comment faire? C'est impossible. Tout autre, c'est illusoire. On peut proposer tout le temps des idées, et tout le temps des propositions, et puis on ne réussit jamais. يمنى وفادي وبيتر بعد مداخلة تبعك لا انا كنت بدي اقول لشعائز انه vous avez basé toute votre campagne électorale sur نحن فينا ونحن بدنا. Aujourd'hui vous êtes en train non mais je suis sérieuse. Vous êtes en train de dire que إذا في شيء أحسن فينا نعمله ما فينا نعمله. On commence par la décentralisation et après on passe à autre chose. Mais toute votre campagne durant 4 mois était nous, on peut ramener la souveraineté, nous, on peut enlever les armes, nous, on peut ramener l'électricité, nous, et nous, on a voté pour vous. Enfin, moi, on a voté pour ce. Donc aujourd'hui, venir. Comment ça, tu as voté pour eux? Donc aujourd'hui, les gens ont voté. Moi, j'ai voté Nadim Chouaïd, c'est étendu. Aujourd'hui, les gens qui ont voté pour vous, tous les chrétiens qui ont voté pour vous dans toutes les régions, ils ont voté pour ce discours. Aujourd'hui, venir dire... Il y a des musulmans qui ont voté pour.
D'accord. Donc tous les 150 000 personnes qui ont voté pour vous ont voté pour vous sur ce principe. Aujourd'hui, venir dire qu'on ne peut rien faire, c'est comme un peu mentir à tous ces gens qui ont voté pour vous. Mais en plus, ce qui n'empêche que je suis d'accord avec la décentralisation, ce n'est pas la question. Mais aujourd'hui, dans tout mon discours, je n'ai pas dit qu'on ne peut rien faire. J'ai dit que la décentralisation est une option qui est là et je ne comprends pas pourquoi. Cette décentralisation est là. Mais aussi aujourd'hui pouvoir revenir à notre souveraineté, revenir aux armes, comme vous l'avez dit, ce président-là, qui va, j'espère, pouvoir faire tout ça. Mais aujourd'hui, nous, on vous a régalé quelque part, 150 000 personnes vous ont fait confiance pour ça. Il faut... 202 000. Une simple question. Pour décentraliser, qu'est-ce qu'on va faire à Byblos, par exemple, avec la grande minorité chiite? بتضل بتعيش مكرمه مثل ما المينوريتي مارونيت quelque part. Quand on parle de fédéralisme, c'est le fédéralisme, c'est pas un séparatisme, c'est une fédération. C'est un séparatisme qu'on n'a pas un État central fort. Alors, vous avez vécu en Belgique, un flamand ne peut pas vivre dans un territoire. Oui, bien sûr, mais il y a une société et il y a un État qui contrôle tout, ce qui n'existe pas ici. C'est ça le problème. Dans une fédération, c'est ça l'objectif. C'est ça le problème. Non, c'est ça l'objectif. Ok. Monsieur Germanos qui a demandé la parole depuis quelque temps. Oui. Pour revenir au sujet, un président pour quelle république? Premièrement, moi je plains le président qui va faire. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. C'est pas, ça va, s'il est vraiment quelqu'un qui est responsable, je le plains dès maintenant parce que Michel Aoun a laissé un terrain brûlé. Ce président, il est responsable de 80% de la responsabilité de la destruction des institutions libanaises, de la magistrature. Je ne suis pas d'accord. De la Banque centrale, la façon dont il a agi avec son genre, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et je ne veux pas dire que le Hezbollah est responsable, il est responsable de la destruction des institutions. Il est responsable de l'occupation du centre de Beyrouth avec le Hezbollah, de la destruction systématique de l'économie libanaise. Cet homme est responsable, il ne faut pas dire qu'il n'est pas responsable. Maintenant, le président qui va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir rien faire. Parce que le Hezbollah, il a instrumentalisé Michel Aoun. Il a réussi à contrôler la plupart des institutions libanaises et le deep state, l'État profond. Il contrôle beaucoup de choses à l'intérieur de l'État central libanais. Face à l'iranisation complète du pays, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à faire la guerre? Non, on n'est pas prêt à faire la guerre pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'on est presque sûr de la perte. Il y a un problème démographique, il y a un problème de force. Okay? Donc la guerre n'est pas un choix. Je ne parle pas moralement, je suis anti-guerre, mais même pratiquement, ça n'a pas l'air. Pragmatiquement, ce n'est pas un choix. Quels sont les choix qu'on peut regarder sérieusement pour arrêter? Alors, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le changement de l'identité économique du Liban. Alors, ça ne me gêne pas si j'ai quelqu'un qui prie 10 fois par jour. Okay, ça ne me gêne pas. Le problème qui me gêne, c'est le changement de l'identité économique du pays dans un système que j'appelle islamo-gauchisant, où je ne pourrais pas vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est ça où moi, je ne veux pas donner de réponse. Moi, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne vais pas donner la réponse. Il faut étudier ça. En bon Aouriot, on sait ce qu'il faut faire. La région libre. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs régions. Il y a une population. Le Hezbollah, maximum, il représente 12% des Libanais. Moi, je ne veux pas les nombres et démographie parce que j'adore les nombres. Et le problème, il n'est pas seulement libanais, il est levantin. Dans tous les pays du Proche-Orient, je parle Irak, Syrie, Liban. Le Hezbollah n'est pas une majorité. Il contrôle le pays, il l'a contrôlé de façon très intelligente et très soft power. Il a utilisé une force douce. Il est allé, pas toujours. Seulement.
Maintenant, ils contrôlent le pays. Sous soft power. Tous les assassinats et tout ça. C'est vrai. Donc là, toutes nos têtes pensantes, politiques, sécuritaires, nos journalistes, nos libres penseurs, vous ne pouvez pas dire un truc comme ça. J'attendais que quelqu'un dise ça. il utilise la violence nécessaire. La violence nécessaire pour lui. Pour ses femmes. Donc il est violent, donc c'est pas de soft power. Okay. Où est-ce qu'il y a une occupation iranienne? On n'a jamais vu des forces du Hezbollah, par exemple, à Jouni. C'est une occupation non visualisée. C'est ce que je suis en train de dire. Elle est occulte. Elle est très fine, elle est sophistiquée. C'est une occupation de haute sophistication. La région libre. Vous voulez qu'on parle un peu de la région libre? Comment on peut la... Rapidement, parce qu'il y a encore Fadi. Au moins, elle va de l'université américaine jusqu'à la frontière syrienne. Et de la Méditerranée jusqu'à Gaza, où le Hezbollah n'a presque pas de présence. Cette région, on peut demander aux Nations Unies d'appliquer la 1559 dans cette région. Puisqu'on ne peut pas l'appliquer dans tout le Liban, on peut l'appliquer. Laissons avec l'Iran. On est dans l'axe. Pourquoi maintenant les Ukrainiens sont en train de combattre en Ukraine? Parce qu'ils ne veulent pas faire partie du monde russe pauvre, de l'axe de l'appauvrissement. C'est un axe qui a appauvri l'Égypte durant Abdel Nasser. C'est un axe qui a détruit la Syrie. C'est un axe qui a un modèle économique où on ne peut pas vivre. C'est un axe qui relie le Liban, qui est méditerranéen, à l'Asie centrale. On n'a rien à voir avec l'Asie centrale. Comment vous voulez qu'on se sépare? On a deux choix, il n'y a pas un troisième. Il y a la confrontation militaire que l'armée peut faire. Je ne pense pas qu'elle va le faire. Non. Il y a la confrontation militaire. Et il y a aussi la séparation. Et la séparation n'est pas confessionnelle. Parce que si les sunnites sont d'accord avec les chrétiens, il y a entre les deux, décentralisons. Essayons ce modèle. Ça pourrait entraîner. Ça pourrait. Le Hezbollah n'est pas contre la décentralisation. Il est qui le disent, de transporter des dizaines de milliers de soldats. Mais il faut penser à la solution. Quand on fait un diagnostic, il a un cancer, il a un protocole, il faut faire une chirurgie. Qu'est-ce qu'on va faire pratiquement pour faire face à l'occupation iranienne du Liban? Monsieur Rahmi عنده جواب. Monsieur Rahmi عنده جواب. Rapidement, c'est possible. On est revenu comme l'Empire romain au début du christianisme. On est vraiment conscient de tous nos maux et de tous nos problèmes, mais on connaît les remèdes. Mais on est les remèdes plus que nous, non. On se complaît dans nos maux. Tout le monde veut la libération. La libération, elle demande de la sueur, des efforts, elle demande du sang, malheureusement. Et quelquefois, on se pose la question, est-ce qu'on est toujours prêt, est-ce que notre société est toujours prête à payer ce tribut une fois de plus? C'est tôt dans une vie. On a déjà payé, on a payé de notre liberté, de notre dignité pendant assez longtemps. Et je veux répondre un peu à M. Fatfat, avec tout le respect que je vous dois. Oui, on mettait trop d'espoir, on a mis trop d'espoir sur Michel Aoun pour qu'il puisse faire front à Hezbollah. Parce qu'ils lui doivent, ils lui devaient beaucoup. On se disait, parce qu'il lui doit, il pourrait faire quelque chose. Malheureusement, il ne l'a pas fait. C'est un pion, c'est pas plus que ça. Nous n'arrêtons pas sur ce point. Ce dont vous parlez, c'est un alignement stratégique avec le monde libre. Mais on veut bien. Mais là aussi, il y a un prix à payer. Pour finir très rapidement, il y a 4 moyens de libérer le Liban. 4. Pour libérer le Liban, une république, une véritable république, un président qui libère cette république. La première, c'est un effondrement de la théorie de la al-Faqih. Et là, on n'y peut rien. On assiste en spectateur, et quelquefois on applaudit, quelquefois on prie Dieu pour que le peuple iranien vraiment se soulève et finisse. Dans ce cas-là, nous entrerons au Liban dans une situation
de carie lente de Hezbollah, mais nous serons déjà sur le bon chemin. La deuxième, c'est une guerre régionale. Personne ne veut penser à l'éventualité d'une guerre régionale parce qu'on n'aime pas la guerre. Les gens n'aiment pas la guerre, ce n'est pas la mode d'aimer la guerre. Dans le cas d'une guerre régionale qui pourrait être déclenchée par la question du nucléaire iranien, et on ne sait pas à quel moment ça peut sauter à la figure de tout le monde, ce serait vraiment une situation de conflit régional qui impliquerait la planète, et il faut penser dans cette éventualité quel Liban va se relever après ce cataclysme. C'est un cataclysme. La troisième, il ne faut jamais écarter la possibilité qu'un jour, un président de la République dise non à Hezbollah. Voilà. Ce non en face à face va se traduire par un conflit armé, inévitablement. Et impérativement, si vraiment on veut construire une république, qu'elle soit à pouvoir central, qu'elle soit décentralisée, qu'elle soit une fédération, quelle qu'elle soit, il faut impérativement qu'un jour les forces armées libanaises entrent en conflit avec le Hezbollah. On y vient, ce n'est pas parce que j'aime ça, mais c'est évident, c'est l'image que je vois devant moi. Il y a un quatrième moyen pour finir avec le Hezbollah, c'est que, là aussi on n'y peut rien, c'est que la société chiite se guérisse elle-même de ce problème. Et j'ai beaucoup d'amis chiites, j'ai des officiers, des amis, des civils. Ça c'est utopique. Qui vraiment ont ce désir, mais qui n'y peuvent pas. Donc, ils leur payent. Le seul endroit où on peut avoir, le seul endroit où on peut imprimer, mettre notre empreinte, je veux dire, dessous, c'est la présidence de la République. Ce qu'il nous faut, c'est un président qui arrive au pouvoir, qui dit au Hezbollah, assez, c'est assez, même au prix d'aller à une confrontation. Le reste, il y a des gens qui vont me dire, est-ce que l'année va s'éclater, est-ce que les chiites vont faire dissidence, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça relève, c'est autre chose. On entre dans un calcul, comment dirais-je, d'appréciation de situation. C'est tout à fait, on peut se préparer à cette éventualité, mais je suis certain, sûr et certain, que seule la dynamique d'un État peut vaincre. Ce n'est pas la dynamique d'un parti. Donc, je suis partant pour un président qui confronte le Hezbollah, pour une confrontation, malheureusement même militaire, parce qu'à la fin, c'est le seul moyen de construire une république. Prendre la parole. Amin. Amin n'a pas pris la parole. Rapidement, c'est possible, parce qu'on a... Je veux revenir sur ce que M. Hayes avait dit. Il a dit que le projet de décentralisation aiguë, non pas poussé, mais carrément aiguë, ne s'oppose pas à la libération, à l'idée de libération. Moi, je dirais même que c'est une condition. On ne peut pas penser libérer, on ne peut pas aller vers l'une des 4 solutions présentées par le général si on n'existe pas, si on n'a pas assuré l'existence de notre peuple et de la jeunesse. Cette jeunesse s'en va. Et on peut attendre qu'il y ait une solution internationale, on peut attendre qu'il y ait un président fort, on peut attendre beaucoup de choses, que l'Iran s'effondre. Si cela arrive dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, il n'y aura plus de jeunesse au Liban pour pouvoir exécuter ce projet de libération. Donc sans le projet que M. Hayes a présenté, on n'a plus aucune chance de libérer le Liban. On est en train de parler de n'importe quoi. On est en train de parler de résolution des Nations Unies. On est en train de parler de la constitution libanaise, de vouloir les appliquer. Qui va les appliquer? Qui va les appliquer dans 10 ans quand on n'existera plus? Ce projet est une condition sine qua non pour aller dans la libération du pays. Bravo. 30 secondes. Le quatrième point, général Hatté, que les chiites changent. Commençons par une loi électorale qui soit vraiment représentative. Et nous ne nous attachons pas à une loi sectaire, une loi communautaire qui fausse la représentation. Il y a 50% des Libanais qui ne prennent pas part au vote. C'est pour ça que nous avons 27 députés sur 27. Voilà, Chine. Si maman, s'il te plaît.
Oui, écoutez, je suis vraiment désolé d'être très direct et très clair. La question que Yumna a posée est une question de fond. Est-ce que les urnes ou bien la démocratie peut assurer un changement quand il y a domination d'un pays sur un autre? L'expérience irakienne a dit non. La démission de Muqtada Sadr avec 74 parlementaires du Parlement irakien a dit qu'il n'y a pas de possibilité de mettre des urnes face aux armes. Au Liban, en 2005, nous avons gagné des élections législatives. En 2009, nous avons gagné des élections législatives. En 2018, il y a eu un équilibre de force ou bien une dispersion de toute manière de la géographie politique entre le 14 et le 8 mars. Et hier, il y a eu encore plus de dispersion qu'il y avait avant. Est-ce que l'élection d'un président de la République peut tenir tête aux armes du Hezbollah? Est-ce que vraiment la question qui s'est posée autour de cette table ronde est une question sur le plan politique, qui est une question qui peut être posée sous domination iranienne? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de président sans le Hezbollah. Et si le Hezbollah va élire un président, ce président va être un président inefficace. Donc il n'y a pas de présidence de la République. AES et notre ami Skandar sont en train de dire, en attendant des jours meilleurs, on crée un refuge politique, constitutionnel, sociétal, économique, pour pouvoir assurer la pérennité de notre société. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée, parce que je suis quelqu'un qui a vécu une expérience qui n'est pas l'expérience de la guerre civile dont Maroun Hatti était en train de... ni l'expérience du retrait, de la rétraction de Georges Haes. C'est une expérience de recréer une unité nationale autour d'un récit, autour d'un projet. Pendant le 14 mars, au niveau du Bristol, on n'avait pas d'armes face à l'armée syrienne. Et on n'a pas poussé les choses pour aller vers une confrontation militaire avec l'armée syrienne. Il y avait 40 000 soldats syriens dans le pays. Ni nous n'avons été vers une rétraction de la communauté chrétienne vers un récit communautaire de refuge. Nous avons été de l'avant. Nous avons eu le courage d'aller trouver une surface commune avec le musulman libanais pour pouvoir, avec lui, faire une révolution pacifiste contre la mainmise syrienne. Ce qu'on demande aujourd'hui, ce qu'il faut faire aujourd'hui de nouveau, est de recréer cette surface commune entre les communautés. Ni la rétraction à l'intérieur d'une bulle communautaire, ni la guerre civile peut nous libérer de la domination iranienne. Seulement, reconstruire l'unité nationale autour de l'indépendance de ce pays, autour de l'idée de ce pays, autour du récit de ce pays qui est l'idée de la convivialité islamo-chrétienne et non pas le contraire. Non, encore. Tu as gagné 2 fois, ils ont tué des... Non, attends. Ils ont liquidé. Non, je parle de la libération du pays. Je ne parle pas de l'expérience électorale. La libération du pays ne peut être réalisée ni par la guerre civile, ni par la rétraction vers un refuge. Elle ne peut être réalisée que par un dialogue avec l'islam et recréer une société politique multiconfessionnelle, plurielle, et non pas une société politique communautaire. Bien sûr, nous l'avons vécu le 14 mars, nous l'avons réalisé. Vous l'avez vécu le 14 mars. Le Bristol, à l'époque, vous aviez une communauté internationale qui était en votre faveur, qui avait rédigé le 1559. Maintenant, la communauté internationale ne veut plus entendre du 1559. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est en train de se débarrasser du 1559. est en train de soutenir l'idée du pays. Hier, il y a eu un communiqué tripartite de la part de l'Arabie Saoudite, de la France et des États-Unis qui ont demandé l'application de la constitution libanaise, des accords de Taïf et des résolutions des Nations Unies. Ce n'est pas vrai que nous sommes lâchés. Ce n'est pas vrai que nous sommes seuls dans ce monde. Ce n'est pas vrai qu'il faut aller vers une rétraction du Liban. C'est pas une rétraction du tout. C'est pas une rétraction. Moi, je voudrais poser les problèmes autrement. Savoir tout bêtement, est-ce que nous sommes d'accord sur ce qu'est notre République? Et par exemple, toi tu dis, on a très bien vécu 2005. Quelle est la réaction chez les chrétiens en 2005? On a fait une alliance avec les musulmans, elle a mis les Syriens dehors, très bien, parfait. Et après, nos problèmes à nous, qui les a regardés?
Et ça nous a donné le tsunami de Michel Aoun. Le vrai problème qu'on a au Liban, il est simple et extrêmement effrayant. C'est que nous sommes une fédération de communautés qui vit dans un État centralisateur jacobin, qui toute la journée est schizophrène. Et toute la journée, il nous parle comme si nous étions des citoyens et il se comporte comme si nous étions dans une fédération. Pas vrai. Donc, si, c'est comme ça qu'il se comporte. Masala, c'est quoi le Premier ministre? C'est le représentant des sunnites Ce n'est pas vrai. au pouvoir. Mais c'est comme ça que nous agissons. C'est dans l'application. Ça, c'est ta perception à toi de la constitution libanaise. C'est comme ça que Mais les ce n'est pas Libanais vrai. font. C'est comme ça que les Libanais font. Tu regardes le vote électoral. Okay? Le vote électoral est le plus représentatif possible, c'est la proportionnelle. On ne peut pas faire un système électoral plus représentatif que celui-là, puisqu'il permet jusqu'à 10% de la population d'être représentée. Oui, mais Fadi, quand on a peur, quand on a peur, on ne peut pas édifier quelque chose de positif. Alors, l'État, qu'est-ce qu'il doit être? L'État doit être l'endroit où d'abord nous pouvons établir une démocratie sur le contrat de confiance. Il n'y a pas une démocratie qui marche quand tu ne fais pas confiance à l'autre. Quand tu penses que la victoire du Hezbollah se traduit par l'émigration de ton fils. Quand un maronite de Ande dit si إذا بياخدوا لنا مأمور نفوس بعند لازم ولادنا يهاجروا على Canada. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous fonctionnons sur une identité. Tu fonctionnes sur la peur, sur la peur. Voilà, qui est la peur. Alors, le vrai projet national, c'est de dire, ya Shabab, arrêtez d'avoir peur, gérons-nous comme un État dans lequel il y a une démocratie. Un des aspects de régler la peur, nous ne sommes pas le seul pays au monde qui a ça, je crois qu'aujourd'hui il y a dans le monde à peu près une centaine de pays qui fonctionnent sur des systèmes de fédération, de décentralisation, etc. Donc, 40% des peuples de la planète vivent dans une fédération. Si vous prenez les grandes puissances du monde, une grande majorité d'entre eux sont des systèmes fédéraux. Pourquoi? Parce que le système de repenser la fin de la peur pour le nouveau contrat social commence par rassurer les gens. Ce n'est pas un enjeu, ça ne veut rien dire ça. Et c'est ça le projet de Taïf. يعني allons faire un Sénat يعني شو خايفين؟ يشيلوا لكم الأحوال الشخصية، بنتك ما تقدر تتجوز، تورث ابنك مش مثل بنتك كذا، هاو كلهم شباب اليوم on va les mettre au Sénat. Et dans un parlement normalement élu, et on peut réduire les circonscriptions pour que les gens n'aient pas très peur de leur représentation, recréer la citoyenneté. Mais la citoyenneté, non, ça c'est le problème. بس أنا بقول لك شغلة، أنا حاضر ديبا مثل هيدا من 30 سنة، كان الاحتلال الفلسطيني، رجعت حضرت ذاته من 20 سنة، كان سوري. نحن مش متفقين. بس السوري كمان والموضوع العراقي فادي واكثر من هيك بس اسمح لي اقاطعك بس 10 ثواني. لو ليبان اللي عم بيحكينا عنه دكتور سعيد وعم بيتاسف عليه وعم بيقول لي عشناه ولازم نرجع نعيشه، انا هيدا لبنان ما كثير حابه، تما قال لك ما بدي اياه، عم بقول لك ما كثير حابه. حقك انا حابه. ايه هيدا اللبنان اللي عم بتبشرني فيه، ايه ما هي La République a sauvé le président qui doit venir. لانه ليك وين رجع وصلني، هو ذاته ليك وين رجع وصلني. C'est quoi cette République? Et le jour où les communautés de la fédération libanaise comprendront qu'ils ont à gagner ensemble plus que ce qu'ils gagnent chacun tout seul, on peut faire un projet d'État. C'est le projet de la Suisse ou de l'Allemagne fédérale, dans laquelle un Suisse alémanique a dit une Suisse multiraciale, confessionnelle, linguistique est mieux qu'un canton suisse tout seul où je suis un petit alémanique coincé. Et il a été vers l'État. Le problème, c'est quoi les armes du Hezbollah? Vous pensez que c'est un enjeu stratégique iranien? Non, c'est la place des chiites dans l'équation libanaise. Oui. Tu reprends les armes le jour où tu donnes quelque chose de plus aux chiites. Tu ne le jamais. Voilà, c'est ça le problème. Tu ne les reprendras jamais. Je t'assure que c'est comme ça. Et aujourd'hui, prend une grande majorité des chiites. Ils voient dans la puissance armée le moyen de rétablir leur place dans le pouvoir. Et ils vont négocier les armes contre du pouvoir. Et on va y arriver un jour.
Je voudrais remercier d'abord les intervenants et vous tous ici présents. Je pense que c'est un débat qu'on peut poursuivre toute la nuit. On peut rester là toute la nuit. Il faut qu'on en parle.